Salut et bienvenue sur Data from Scratch pour cette nouvelle vidéo. Et là c'est un format un peu spécial parce que c'est le premier format type interview que je fais. Et pour cette première édition, j'ai choisi un invité très spécial. Je vais être avec Valentin Marek, un professionnel de la data qui habite en Californie, qui a travaillé chez Facebook et qui a un beau CV. Et honnêtement, il va nous partager énormément de pépites durant toute cette interview. Mais avant de te délivrer toutes ces informations, je vais te demander les 4 actions habituelles. Mets un maximum de likes, partage la vidéo, abonne-toi. Abonne-toi parce qu'il va y avoir d'autres formats comme ça, d'autres vidéos de ce style. Et surtout mon cadeau gratuit qui est en description. Dans mon cadeau gratuit, je te donne plein d'informations sur les métiers de la data, data scientist, data analyst, data engineer. Les salaires, les diplômes, les compétences à avoir, bref, tout se trouve dans mon cadeau gratuit en description de cette vidéo. Donc va choper ça dès maintenant. Donc ouais, on va être avec Valentin pendant toute cette interview. L'idée c'est de te partager plein d'informations sur les métiers de la data aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, comme tu le sais, ils sont pas mal en avance. Donc te donner plein de pépites sur les secrets des professionnels là-bas. Et surtout, lui, il a été data engineer chez Facebook. Donc on va parler de tout ça. Dernière chose, comme tu le sais peut-être, j'ai un bootcamp où je forme des professionnels de la data au data engineering. Et Valentin a participé à une capsule de très haute valeur dans ce bootcamp. Donc encore une fois, si tu veux t'inscrire à ce bootcamp, va t'inscrire, le lien est en description. J'ai beaucoup de candidatures, mais c'est sûr que je prendrai le temps, moi et mes équipes, de regarder ta candidature. Et honnêtement, la capsule qu'on a tournée avec Valentin, il y a énormément de valeur. Enfin bref, il est temps de te laisser pour l'interview. Allez, c'est parti. Salut Valentin, franchement je te remercie d'être avec nous. Puis là c'est une petite interview. J'avais vraiment envie de prendre le temps de discuter avec toi parce que je pense que tu vas vraiment avoir vraiment de belles choses à nous raconter en tant que professionnel de la data aux États-Unis. Puis on va commencer par une première question évidente. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors merci Willis déjà pour l'invitation. Je suis ravi de partager mon expérience avec ton audience. Donc moi c'est Valentin, je viens du nord de la France, du Pas-de-Calais. J'ai fait en France un parcours classique, classe préparatoire plus école d'ingénieur. Et là, ça fait 10 ans que j'habite aux États-Unis, dans la baie de San Francisco. J'ai déménagé dans la baie de San Francisco, ça fait 10 ans que j'y suis. J'ai travaillé en start-up dans la data et dans une grande entreprise. Et maintenant, je fais du freelance en data engineering et en data science. Ok, cool. Déjà c'est un vrai beau parcours. Franchement, Merci. c'est vraiment un parcours inspirant. Et puis justement, je pense qu'on va aller pas mal dans les Oui. détails parce que moi, à titre personnel, j'ai envie d'en savoir plus et je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui nous regardent qui vont en savoir plus. Bon, actuellement, tu habites aux États-Unis et j'ai vu que tu as fait une partie de tes études aux États-Unis. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler? Alors oui, donc moi, comme je te dis, j'ai fait une école d'ingénieur en France et en fait, en dernière année, j'avais l'opportunité de faire un double diplôme aux États-Unis et j'étais jamais parti à l'étranger, j'ai très peu voyagé, même en Europe, en France, et donc ça m'a donné envie de. J'ai eu l'opportunité, donc je l'ai exploité et donc j'ai candidaté à des masters aux États-Unis pour ma dernière année. J'ai eu un master en recherche opérationnelle. J'étais admis au master en recherche opérationnelle à l'université de Berkeley. Et voilà, j'étais ingénieur, la Silicon Valley, Berkeley, le San Francisco, tout ça m'attirait. Donc je suis venu à Berkeley. J'en avais d'autres également à New York, mais j'ai vraiment ce côté tech, côté ingénieur qui m'intéressait dans cette région-là. Donc, j'ai déménagé à Berkeley, j'ai fait mon master et ensuite, au fur et à mesure, je pense quand je suis parti, quand j'ai fait mon master, je pensais rentrer l'année suivante et j'ai vu qu'on pouvait, j'avais l'opportunité de travailler ici un petit peu et donc, au fur et à mesure du temps, bah, les choses ont fait que je suis resté. Ça fait 10 ans que j'y suis et j'ai eu pour l'instant. Voilà, c'est parti d'une volonté de sortir un peu de ma zone de confort et de voir d'autres choses et, euh, et j'ai trouvé mon compte depuis 10 ans, donc que j'y suis encore. Cool. Franchement, c'est super inspirant. On est tous les deux des Français qui habitent à l'étranger. Moi, j'ai choisi le Canada, toi, les États-Unis. Finalement, tu nous as un peu parlé de pourquoi tu as décidé de partir aux États-Unis, mais tu peux un peu plus détailler justement ce pourquoi? Alors, pourquoi je suis parti aux États-Unis? J'étais dans une école en France où, encore une fois, on encourageait les séjours à l'étranger et j'avais l'opportunité de partir en double diplôme euh, à l'étranger. Et en l'occurrence, ceux qui étaient très bien classés dans l'école
pouvais partir aux États-Unis. Mhm. Alors que en fait, dans d'autres pays, on candidatait à l'université. Alors qu'aux États-Unis, j'avais l'opportunité de candidater à plein d'universités et encore une fois, les États-Unis, ça, le côté nord-américain, le côté un peu, les réussites qu'on entendait Ouais, dans la tech notamment, le côté j'ose, et je pense que c'est au Canada, tu as aussi cet aspect-là, mais c'est vrai que exactement. Ouais. j'avais moins de modèles dans mon esprit de gens enfin de personnes qui étaient parties au Canada. Ouais. J'avais plus de personnes, je connaissais plus de personnes qui étaient parties aux États-Unis, donc c'est pour ça que je suis venu ici. Mais c'est vrai que j'étais attiré de manière générale par cette mentalité nord-américaine d'oser, de ne pas avoir peur de l'échec et j'avais ces modèles de réussite en tête, donc je voulais voir ce que ça donnait sur le terrain en fait. Enfin, en vrai, que je voulais faire ma propre opinion et avoir l'expérience de cette mentalité-là. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis parti aux États-Unis. J'aurais pu choisir le Canada, mais c'est juste que il y avait moins de personnes, il y avait moins de personnes que je connaissais qui étaient parties au Canada. Mais oui, voilà. De manière générale, je voulais avoir cette expérience nord-américaine, expérimenter cette mentalité nord-américaine, d'oser, voilà, d'expérimenter des choses et oui, de voir qu'est-ce qui au quotidien en fait faisait que dans cette région il y avait autant de, enfin dans ces milieux, enfin oui, dans ces régions-là, aux États-Unis et au Canada, il y avait ces réussites-là en fait. Ouais. Non, je te comprends à 100%. Puis je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est commun au Canada et aux États-Unis, c'est la vision d'innover et d'apporter un plus, en fait, surtout en tech. Oui, Effectivement, au Canada, c'est à une plus petite échelle, hein. Le Canada, c'est un plus petit pays, mais je pense à Shopify qui est canadien et qui oui, rayonne à travers le monde. Et ça, c'est une belle réussite. Puis une réussite française qui est au Canada, c'est aussi Ubisoft, sur qui j'ai oui. travaillé, où honnêtement, c'était exceptionnel l'aventure que j'ai vécue là-bas. Donc, je comprends totalement ce que tu es Ouais. allé chercher, quoi. Oui, et ensuite, en fait, moi, j'avais cette vision un peu en France du tout est lent, en fait, tout est lent, le processus de décision est assez lent, et moi, voilà, j'étais un peu frustré par, par ça. J'ai fait deux stages. Je fais un stage en France, j'ai fait une année de césure, en fait, j'ai fait un stage dans une grande entreprise qui est Leroy Merlin d'ailleurs. Et malgré le fait que ce soit une grande entreprise, ils sont assez innovants Mhm. et donc j'ai bien aimé ce côté dynamique. Ensuite, j'ai fait un stage dans une start-up également dans la finance solidaire. Et j'ai Ouais, beaucoup aimé l'impact qu'on avait sur des projets concrets. Et, et ensuite aussi, il y a un autre aspect, c'est que les parcours en France, enfin de ceux qui étaient diplômés de l'école que j'ai fait en France, c'était beaucoup dans le conseil, enfin beaucoup dans le conseil, en audit. Et je voulais pas aller dans ces milieux-là, ou la finance également à l'époque. ouais, Finance, conseil, audit, et je voulais pas aller dans ces milieux-là. Je voulais ouais, avoir un vrai impact sur un métier, sur une industrie, sur quelque chose de concret. Et je trouvais pas mon compte dans ces métiers de conseil, dans ces métiers d'audit. Et donc, je savais qu'aux États-Unis, plus particulièrement dans la baie de San Francisco, il y avait beaucoup de petites entreprises qui essayaient des choses. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de partir aux États-Unis et quand été admis au master à Berkeley, c'est pour ça que j'ai décidé de venir ici aussi parce que je savais qu'il y avait un écosystème de start-up très développé et donc le potentiel d'avoir un impact concret sur un produit, sur des gens en fait, sur une ouais, industrie. ouais, je te comprends à 100%. Puis effectivement, en France, il y a beaucoup de gens qui sont en tech et malheureusement qui commencent par le conseil parce que c'est moins fréquent, je pense, de recruter en interne en France. Les gens sont plus obligés de passer par des SS2I. Alors qu'en Amérique du Nord, justement, je pense qu'on apprécie avoir un impact C'est directement ça, oui. sur le produit, voir un peu comment le produit évolue. Donc, Exactement. ouais, ouais, ça c'est quelque chose de très nord-américain. Puis d'ailleurs, en parlant d'impact et en données, puis toi, finalement, qu'est-ce qui t'a attiré dans le domaine de la donnée? Mm. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la donnée, moi, j'aime beaucoup résoudre, enfin, j'aime bien les maths en France, évidemment, et
dans la donnée, on est constamment en train de résoudre des problèmes. La donnée brute en soi n'a aucun sens. C'est comme un puzzle, il faut en faire sens, il faut la transformer, et il faut en faire sens. Donc, j'ai vu ça comme un puzzle à résoudre et, j'aime ça. C'est quelque chose, c'est une tâche qui m'attire. C'est-à-dire qu'on a toujours des problèmes de qualité, de savoir comment l'exploiter et comment en faire sens également. Ouais. Donc, il y a cet aspect problème à résoudre qui m'a attiré. Ensuite, en fait, moi, à la base, j'ai fait un master en recherche opérationnelle et j'aimais Ok. beaucoup la logistique, la supply chain. Et il y a un parallèle entre, je pense, la donnée. En fait, si on voit, il y a un parallèle entre l'industrie de la donnée et la logistique et la supply chain, puisque en supply chain, on essaie d'optimiser le mouvement des données physiques. Mm. Et ici, en data, on essaie d'optimiser le mouvement de données, on va dire technologiques, mais données oui, technologiques. Donc, Ouais. il y a un parallèle entre les deux domaines. Et donc, il y a ça aussi, cet aspect-là qui m'a attiré. Comment optimiser, en fait, l'exploitation de la donnée source un impact sur le métier. Le troisième aspect également, c'est l'impact sur le business qu'on peut avoir. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'industries qui génèrent énormément de données. La santé dans laquelle je travaille actuellement, euh, la santé, oui, je veux dire, la logistique également. Donc, il y a beaucoup, il y a un potentiel d'impact sur les produits et sur le business qui est immense pour moi. Et donc, ce potentiel d'avoir un impact, comme je le disais, moi, je cherche à avoir un impact concret. Mm. Je pense que ce potentiel d'impact enfin, c'est un aspect également qui m'a attiré. Et le dernier point aussi auquel je pense, c'est que je pense on en est vraiment qu'au début, en fait. Ouais. Ouais, mon Euh, accord dessus aussi. je pense que ouais, on en est vraiment qu'au début. Il y a on parle beaucoup enfin aujourd'hui on parle beaucoup de generative AI, d'algorithmes très poussés, mais finalement concrètement, il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas comment exploiter les données Ouais. de manière optimisée. Et je pense qu'on est, ouais, voilà, aujourd'hui, au niveau de ce parcours, enfin de l'exploitation des données qui sont générées par les entreprises ou euh, par, oui, par les entreprises ou par les consommateurs, on n'en est qu'au début. Et donc, il y a un potentiel illimité pour essayer d'améliorer les choses, d'améliorer, encore une fois, le produit, des, des processus et au final, enfin, finalement, avoir un impact sur les gens, quoi. Ouais. Je suis d'accord, on est vraiment qu'au début. Puis, je pense que souvent, dans les entreprises, peut-être pas une logique data, en tout cas, peut-être pas une culture data. Et puis, le data Ouais, engineering est souvent là pour solidifier, créer une culture data pour ensuite faire de la data science, même de la BI, hein, faire des rapports BI. C'est déjà la première brique importante pour prendre des décisions avant même de faire de la Gen AI ou de la data science. Et c'est souvent, exactement. genre, cette brique qui est souvent un peu oubliée. Donc, Ouais. effectivement, je pense qu'on est vraiment qu'au tout début. Puis finalement, en parlant de première expérience, ça a été quoi ta première expérience en data? Alors, oui, donc à la suite de mes études, moi, je recherchais une opportunité dans la baie de San Francisco, plutôt en data science d'ailleurs, parce que voilà, mon parcours était en mathématiques appliquées, recherche opérationnelle. Donc, soit en data science, parce que c'était un domaine voilà, qui commençait à émerger il y a 10 ans, enfin, ou je cherchais également en supply chain logistique, ce que j'aimais bien, ou en santé, dans l'industrie de la santé. Mais dans l'industrie de la santé, ce qui m'attirait, c'était le côté optimisation des opérations, par exemple, optimisation de la gestion des patients en urgence, par exemple. Enfin, je donne un exemple. Donc, Hmm. cet aspect-là en santé. Comme je l'ai dit, je voulais pas faire enfin, j'étais pas du tout attiré par la finance ou par les cabinets de conseil. Euh, donc voilà, j'ai cherché, voilà, j'étais à la fin de mes études, j'ai envoyé alors j'ai candidaté dans les grandes entreprises en data science, j'ai candidaté chez Meta, chez
J'ai passé un entretien chez Meta, je ne l'ai pas eu. Et C'est ensuite, normal. C'est voilà, un peu le. j'envoyais des CV dans des annonces, mais malheureusement, ils demandaient souvent de l'expérience. Et donc, c'est assez difficile, évidemment, de se faire de faire de l'expérience, parce que on devait, il y a une entreprise qui devait m'offrir ma première expérience, Ouais. enfin, me, me donner l'opportunité avec cette première expérience. Au bout de quelques mois, j'ai envoyé un email j'ai même pas candidaté à l'entreprise, j'ai envoyé un email et j'ai eu la chance que dans une start-up dans la santé qui travaillait, qui en fait ne faisait pas ce que j'aimais, c'est-à-dire optimiser les opérations, mais qui faisait du machine learning en fait Ok. pour des assurances santé. Et donc, en fait, elle automatisait des processus administratifs en repérant les, euh, les conditions des patients à travers les notes médicales donc c'était pas, enfin, oui, les données santé des patients. C'était pas le domaine dans lequel j'estimais avoir des compétences, mais ils m'ont donné la chance de, de de prouver, enfin, ils m'ont donné une chance et j'ai commencé à travailler là-bas. Je commence en faisant du machine learning et ensuite je suis passé plutôt en BI, data, analyse de données, parce que les cabinets d'assurance demandaient beaucoup de détails et donc voilà, beaucoup de BI en fait, beaucoup de rapports Ok. BI. Puis, super intéressant. Là, ça a été ta première expérience en data. Puis finalement, quelles compétences techniques tu avais avant d'avoir cette expérience? Puis après, qu'est-ce que tu avais en fait? Qu'est-ce que tu as gagné avec cette expérience? Alors, alors pendant mes études, j'ai fait beaucoup de stats, donc je travaillais sur Python et le langage R, donc qui est utilisé en stats. Ensuite, pour mes entretiens, je savais que SQL était très demandé et donc j'ai appris moi-même. J'ai fait une formation, enfin j'ai appris en ligne. Je l'ai pas appris pendant mes études, mais c'était nécessaire pour les entretiens, donc j'ai appris le langage SQL. Et ensuite, enfin, les premiers mois de cette première expérience, j'ai continué à développer mes compétences en Python, mais c'était plus avec la librairie de Panda, donc Ouais. l'analyse de données, parce qu'on faisait beaucoup euh, de traitement de fichiers CSV en fait. Et cette librairie est très adaptée à faire ça. Ouais. Et donc, je regardais les données avec cette librairie-là. Et donc, avant Python, j'utilisais plutôt les librairies de machine learning, de stats. Et les premiers mois, par contre, de mon expérience professionnelle, c'était plutôt très hands-on. C'est-à-dire, Ok. je regardais les fichiers, c'était pour regarder les données. C'était vraiment une première partie data engineer. C'est-à-dire, tu regardes comment les données que tu reçois sont et tu fais une petite analyse et tu regardes. Voilà, c'était vraiment de la visualisation à travers Ok. cette librairie. Encore une fois, SQL, j'utilisais constamment pour requêter les données qu'on avait. Et enfin, dernier détail, je me suis beaucoup amélioré en outil du command line, c'est-à-dire Ouais. terminal, c'est-à-dire C'est très important. Ouais. Vim, etc. C'est des petites choses qui m'ont permis d'automatiser mes workflows, mais ça, je l'avais jamais, enfin, quand je faisais mes études, je n'avais jamais pu vraiment le pratiquer et Ouais. ça, je l'ai développé pendant mes premiers mois d'expérience professionnelle. En fait. Donc, je dirais SQL, vraiment, c'était pour les entretiens. Ok. Les outils command line et Python, l'exploration, la partie exploration Ok. avec Python et avec Panda. Ok. Super. Super Mm. intéressant. Puis ça, c'est ce que tu as finalement bâti. Et c'était ta première expérience professionnelle aux États-Unis. Pour toi, finalement, quelles sont les différences culturelles et professionnelles que tu as remarquées entre les États-Unis et la France? Aux États-Unis, je dirais qu'on est beaucoup plus, enfin, ils sont beaucoup plus dans un processus d'itération. C'est-à-dire, on accepte d'avoir quand on commence un projet, on a
le but, c'est d'avoir du résultat le plus vite possible. Il faut accepter d'avoir une solution qui est imparfaite. Et le but, c'est d'avoir une solution qui marche à peu près le plus vite possible. Et par contre, on est dans un processus très rapide d'itération. C'est-à-dire, on va faire une analyse de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, et on va itérer sur ce produit-là, enfin sur le délivrable. Alors qu'en France, on est plus dans une analyse, il y a plus d'analyse, de planification au début, on cherche beaucoup à élaborer de manière théorique une solution pas parfaite, mais qui est optimisée, et on est beaucoup moins dans l'expérimentation. Ça, c'est vraiment une différence au niveau professionnel que j'ai remarqué. Ensuite, au niveau des parcours également, en France, on cherche, j'ai l'impression à être si on ne coche pas de cases, on va beaucoup moins donner l'opportunité à quelqu'un de prouver ses compétences. Il faut, malheureusement, c'est moins le cas actuellement, j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas, mais en tout cas, il y a 10 ans, il fallait être diplômé d'une certaine école de certaines écoles pour pouvoir accéder à certaines entreprises, à certains postes. Aux États-Unis, en particulier peut-être ici, je ne sais, dans la baie, voilà, les diplômes comptent évidemment, mais au-delà de ça, c'est les projets qu'on a pu faire, l'impact qu'on a pu avoir. Moi, pour ma première expérience, c'était oui, t'as fait Berkeley, c'est super, mais sur quel projet tu as travaillé, quel a été l'impact, quel a été ton rôle sur ce projet-là. On met beaucoup plus l'accent sur les projets, en fait. Ça, c'est pour l'aspect professionnel. Bon, après, en France, j'ai l'impression que ça change actuellement. Hein, donc, je pense que c'est en train de changer actuellement. C'est en train de changer et c'est très positif. Au niveau culturel, alors je pense que c'est difficile de tirer des généralités aux États-Unis, parce que et au Canada, c'est des grandes surfaces. Donc, je pense je vais être spécifique dans la zone de San Francisco. Alors, ici, il y a beaucoup je pense que c'est un aspect un peu. Alors, la vie est très agréable, mais il y a beaucoup de personnes qui souhaitent réussir dans la baie de San Francisco. Donc, les relations peuvent être assez artificielles, en fait. On va tout de suite savoir. Dans des relations, ça va être. On va savoir. On va tout de suite sentir que la personne va savoir. Va chercher à savoir comment elle va pouvoir tirer profit d'une certaine relation. En fait, il y a moins de relations authentiques comme on peut l'avoir en France. C'est très difficile personnellement, je trouve ça très difficile de se faire des vrais amis en France. Pardon, aux États-Unis. Ici. Parce que, encore une fois, toute relation est drivé par ce côté, comment je vais réussir à exploiter cette relation pour ma réussite. En fait. Et donc voilà, il y a cet aspect artificiel qui est assez que je n'apprécie pas trop par rapport à une relation un peu plus authentique comme on peut l'avoir en France, en Europe. Je pense. Je pense que c'est spécifique en Amérique du Nord, parce que au Canada aussi, c'est assez présent, entre guillemets, d'avoir des relations, enfin, que les gens se mettent en relation par intérêt, parce que justement, il y a un bénéfice à avoir. Malheureusement, je pense que c'est lié à la culture nord-américaine, alors qu'en Europe ou en France, en tout cas, on va nouer des relations parce qu'on apprécie les gens, ce qui est possible aussi en Amérique du Nord, mais moins fréquent, je pense. Oui, c'est ça. Il y a il y a un aspect qui est, je dirais, politique ici dans les relations. On apprend beaucoup plus. Alors en France, on va être beaucoup plus transparent, beaucoup plus ce qui donne des situations un peu cocasses ici, parce que je pense que le style managérial en France ne fonctionnerait pas ici. Ici, on est beaucoup plus dans le côté peut-être anglo-saxon également. C'est peut-être anglo-saxon le côté un peu. J'essaie de déguiser un peu la vérité, alors pas déguiser, mais je dirais formuler ce que je veux dire, mais ne pas le dire vraiment avec les vrais mots. Alors qu'en France, on va dire si on pense quelque chose, on va être beaucoup plus direct. Beaucoup plus direct, effectivement. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus, effectivement. Le management à la française, le rapport un peu direct
colle, je dirais, plutôt mal avec des gens anglo-saxons, en tout cas de culture nord-américaine, parce que globalement, en Amérique du Nord, les relations sont pas frontales. Les gens, le conflit ouvert vraiment est assez rare, même Exactement. s'il y en a, hein, évidemment, mais c'est assez Oui, rare. Alors qu'en France, oui, si quelqu'un on trouve mauvais, on va juste te dire, ok, oui. t'es juste mauvais, puis voilà. Donc, effectivement, c'est des rapports assez différents. Ouais. Voilà. Et donc, c'est bien d'avoir, je pense, d'avoir cet équilibre, en fait, Ouais. d'avoir ce côté français où on est très direct et on dit ce qu'on voit. Mais ici, venir ici aussi, les expériences professionnelles aussi, ici, ça peut t'apprendre à savoir communiquer, à savoir, encore une fois, dire les choses, mais de manière positive. On est souvent, on peut être critique envers d'autres personnes, envers ses collègues, mais savoir le formuler de façon positive, c'est aussi une compétence, je pense, qui est utile et qu'on peut développer, qu'on peut plus développer ici, parce Mm. qu'on a cet côté, euh, voilà, où on essaie toujours de d'avoir, pas d'être direct et donc de ne pas blesser Ouais. potentiellement nos interlocuteurs, en fait. Ouais. Ensuite, ouais, encore une fois, le défaut, c'est plus dans les relations personnelles, en fait, c'est que, surtout ici où il y a beaucoup de personnes qui viennent pour réussir, Ouais. euh, voilà, où ça peut donner des relations un peu artificielles, mais bon, j'ai des amis américains, Ouais. ça existe, c'est Ça juste, existe, je suis d'accord avec toi. c'est c'est- c'est juste un peu plus difficile. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Puis, si on fait un fast forward, au niveau d'une de tes expériences qui m'a le plus impressionné, c'est finalement ton expérience chez Meta. Une des premières questions qui m'est venue à l'esprit, c'est comment tu as réussi à intégrer Meta? Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais donc, à la suite de mes études, j'ai passé un entretien chez Meta que j'ai raté. Et, euh, et donc, et ensuite, au fur et à mesure de mes études, enfin, de ma première expérience professionnelle, j'ai eu un recruteur qui m'a contacté sur LinkedIn, avec un recruteur de chez Meta. Et donc, qui me donnait l'opportunité de passer des entretiens. Donc, j'ai commencé les entretiens. Donc, voilà, j'ai eu, c'est un recruteur qui m'a contacté sur LinkedIn. J'ai eu l'opportunité de passer des entretiens que j'ai eu. Et voilà, quand l'opportunité s'est présentée, c'était le bon moment. Ça faisait 6 ans que j'étais dans ma première entreprise. J'étais en start-up, je voulais avoir l'expérience d'une grande entreprise. Et donc, je me suis dit que c'était le bon moment pour changer. Et donc voilà, j'ai décidé de franchir le pas, en fait. Cool. Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu du processus de recrutement chez Meta? Parce que pour l'avoir Ouais. passé aussi, c'est une vraie épreuve. Je voudrais savoir justement toi comment tu l'as vécu. Oui, donc c'était donc le premier. Donc il y a un premier entretien avec un recruteur. C'est un entretien pour voir si on est intéressé, quel est notre Ouais. parcours. C'est un entretien un peu général. Ensuite, il y a eu un entretien par téléphone technique qui est en data. C'est une partie, ça dure 1 heure. C'est une partie SQL et une partie Python. Donc c'est des questions très assez technique. C'est pas très difficile, mais en fait c'est une session sur un outil qui s'appelle CoderPad. En fait, donc Exact, ouais, Coderpad, ouais. c'est en vidéo, donc il pose des questions et on code en fait en direct. Si on passe cet entretien est pas très difficile. Il faut le préparer bien sûr, hein, mais avec quelques années d'expérience professionnelle, vu que j'avais pas mal d'expérience avec SQL et Python, ça n'a pas été difficile à passer. Et ensuite, si on passe cet entretien, il y a une série d'entretiens euh, sur site. Moi, en l'occurrence, c'était pas sur site parce que c'était à l'époque, c'était pas la pandémie, donc Ouais. c'était par vidéo, mais c'est des entretiens en direct avec des vraies personnes. Donc, il y a eu, et là, ça consiste en euh, un entretien produit. Donc, c'est-à-dire une conversation avec un product manager euh, pour évaluer notre sens produit. Ouais. Est-ce qu'on pense
comment on pense à améliorer un produit, comment on pense, voilà, et c'est pas technique ça pour le coup, c'est vraiment savoir comment, voilà, on a un produit, comment savoir, enfin comment on réfléchit à son analyse, à comment on va l'analyser, comment on va l'améliorer. Ensuite, il y a 2 entretiens data modeling. Donc, en fait, Ok. le data modeling, c'est une des compétences les plus importantes, je pense. C'est en fait, on vous présente une situation et ça va être voilà, design la base de données, une base de données qui va représenter cette situation. Voilà, une situation, en fait, c'est un business. Ouais. J'ai voilà, j'ai par exemple, une app de ride-sharing, donc au type de taxi, et voilà, représenter le data model qui va représenter ce business. Et ça va permettre en fait de savoir comment on modélise une situation pour pouvoir exploiter la donnée. En fait, c'est ça à la fin qui est évalué, c'est Mm. comment on va réussir à modéliser un business pour que la donnée ait un impact sur ce business-là. Et ensuite, il y a également un entretien technique qui est enfin un langage d'ailleurs qu'on choisit, Python, Java, mais c'est plus de l'algorithmique. Donc Ok. voilà, il y a une partie, voilà, il y a aussi un entretien avec un recruteur. Donc c'est pour ça que c'est très difficile ce processus de recrutement. C'est 5 entretiens Ouais. dans la journée. Donc ça peut être c'est fatigant Ouais. et il faut les préparer. Il faut Ah les ouais. préparer, surtout en tant que data engineer, les 2 entretiens de data modeling et l'entretien produit sur le sens produit, c'est très important et il faut les préparer. Et donc voilà, c'est 5 entretiens dans la même journée. À la suite de ces 5 entretiens, il y a une décision sur le recrutement ou non. Et, euh, et ensuite, bah, on vous fait une offre ou pas. Ok. Super intéressant. Moi aussi, j'ai passé les entretiens chez Facebook et malheureusement, j'ai pas été retenu. Et effectivement, c'est quelque chose de très épuisant. J'ai passé les 5 et ça se prépare. Ouais, C'est pas un hasard, ça se prépare vraiment. Et ouais, s'il faut prendre le temps de préparer la partie produit, je pense qu'il y a pas mal de data engineers qui sont pas forcément habitués à ça, à penser produit, à penser son impact, et aussi la partie data modeling aussi qui doit être préparée. ouais, Donc vraiment mettre l'accent dessus, c'est très c'est important. très Oui, très important. j'ai eu aussi, j'ai passé des entretiens dans d'autres entreprises, grosses entreprises de technologie, Airbnb notamment, Lyft, et voilà, toutes avaient une grosse partie data modeling. Voilà, c'est vraiment une des compétences les plus importantes, je pense, aujourd'hui pour un data engineer. Ouais, je suis totalement d'accord. Puis, si j'ai bien compris, tu as été data engineer chez Meta. Finalement, c'est quoi les responsabilités d'un data engineer chez Meta? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, le data engineer aujourd'hui, je pense que dans beaucoup d'entreprises, ça peut avoir une connotation très différente. Le data engineer chez Meta, d'ailleurs, le data engineer en fonction des groupes peut aussi avoir des responsabilités différentes. Ouais, Moi, il y a un data engineer, par exemple, il y a une équipe qui s'appelle chez Meta Core Data Engineering, donc ok, qui est un peu une équipe centralisée, en fait, et qui est responsable de la plateforme. Euh, en fait, ils sont responsables de l'ingestion des données brutes et de la réalisation des tables que les autres data engineers vont exploiter. Moi, chez Meta, j'avais un rôle plus, oui, on parle beaucoup d'analytics engineer aussi. ok, J'avais plus ce rôle-là, en fait. J'étais dans le groupe publicité et produits business, ok, donc qui est le groupe principal chez Meta, en fait. ouais, Au niveau. Je travaillais j'étais dans une équipe décentralisée, donc je travaillais sur un produit qui, en fait, Meta avait un produit qui permettait de mettre en place des campagnes publicitaires pour des applications. ok, Et ce produit-là était assez manuel, c'est-à-dire que le client, quelqu'un qui voulait
lancer une campagne sur Meta devait optimiser beaucoup de paramètres, enfin, devait choisir beaucoup de paramètres sur la plateforme pour mettre en place cette campagne. Et le produit sur lequel je travaillais, c'était un produit qui permettait d'automatiser ce processus-là. Et donc, c'est un nouveau produit. Donc, c'était la mise en place de campagnes de façon automatique. C'est-à-dire que le client donnait son objectif et en fonction de son objectif et de ses contraintes, on avait un algorithme qui optimisait les paramètres de la campagne. Ok. Et ma responsabilité, il y avait plusieurs choses. C'était d'une part de faire des pipelines de données et des dashboards pour suivre la performance de ce nouveau produit. Donc, je travaillais beaucoup avec des product managers pour faire des dashboards et faire des rapports en fait de BI sur la performance du produit. Okay. Je travaillais avec des data scientists pour faire de l'expérimentation également, des A/B tests, voilà, pour améliorer le produit. Je travaille avec des software engineers également sur la partie algorithme, c'est-à-dire que je faisais des pipelines de données pour que les software engineers puissent faire des algorithmes qui permettaient d'optimiser les campagnes, la mise en place des campagnes publicitaires pour le produit. Et enfin, j'avais aussi des projets un peu plus horizontaux qui sont spécifiques au data engineering, c'est-à-dire faire de la documentation, améliorer la discoverabilité, la discoverabilité des tables de données qu'on avait, nettoyer notamment les tables qui n'étaient pas utilisées, faire un peu de nettoyer les tables ou les dashboards qui n'avaient pas été utilisés, faire un peu de ménage pour que les ressources qu'on avait construites en fait soient toujours exploitables. Ok, super intéressant. Donc c'était quand même vaste, pas mal d'interlocuteurs, avec discussion finalement avec des data scientists, software engineers, puis d'autres personnes. Ça c'est, j'ai quand même l'impression que finalement le data engineering est assez central. En tout cas, cette partie data est forcément assez centrale chez Meta. Oui, ouais, non, mais alors et je pense que ça fait partie aussi c'est la culture de chez Meta où toute décision en fait est basée sur des données. Donc, par exemple, une décision produit, ça va être la partie expérimentation, par exemple, est très importante. On va tester plusieurs versions du produit et le data scientist va faire une analyse de quelle version du produit est la plus à même de faire bouger la métrique qu'on souhaite faire bouger, en fait. Et donc, voilà, toute décision est basée sur une analyse de données. Et donc, pour que cette décision soit la plus la plus conforme possible à la réalité, il faut que la donnée soit de qualité. Donc oui, il y a la partie data science, la partie analyse, la partie statistique où je regarde quelle version quelle est la partie analyse de l'expérience, la partie d'analyse de l'expérimentation, mais en amont, il y a la partie pour que la décision soit la plus conforme possible à la réalité, il faut que la donnée soit de qualité. Et donc là, c'est là où le data engineer a un impact. Ouais, super intéressant. Puis maintenant, c'est de plus en plus démocratisé le data engineering, mais je pense qu'il y a encore un grand pas avant d'arriver justement à une culture similaire à ce qu'il y a chez Meta dans pas mal d'entreprises. Oui, non, mais et en fait, voilà, ce que je disais, c'est que toute décision chez Meta est basée sur des données, et ça vient ça vient de la culture de l'entreprise, en fait. Ouais. Et je pense que en data, pour avoir un impact, un des facteurs les plus importants, c'est avoir le sponsorship des exécutifs, en fait. Exactement. Si t'as pas ça, s'il n'y a pas ça, c'est impossible. Le data, aujourd'hui, il y a beaucoup de discours sur l'importance de faire du machine learning ou du data engineering, d'exploiter les données, mais il y a
j'ai l'impression qu'il y a peu d'entreprises qui accordent une place centrale au data engineer, à cette donnée-là. Donc, en fait, s'il n'y a pas de sponsorship des exécutifs, les data scientists sont là ont un rôle un peu plus de support, en fait. Ouais. Et alors que chez Meta, c'est vraiment les métiers data, donc le data engineer, le data scientist sont vraiment clés dans toute décision. Parce que voilà, c'est la culture qui a fait ça. Et donc, je pense que cette culture-là a fait que la donnée est très valorisée Ouais. chez Meta, en fait. Super intéressant parce qu'effectivement, tu as soulevé un point, c'est dans de très nombreuses entreprises qui veulent utiliser de la donnée, des fois, il manque justement une vision data, une culture data, par manque de sponsorship des Ouais. côtés exécutifs, parce qu'ils ne comprennent pas forcément l'intérêt du data engineering, donc ils vont peut-être privilégier la data science. Puis après, de plusieurs échecs de projets en data science, ils vont se rendre compte qu'il faut mettre en place une plateforme solide grâce au data engineering. Donc ça, c'est effectivement aussi un retour que j'ai de très nombreuses personnes de ma communauté qui... Et puis, il y a des statistiques où il y a plus de 80% des projets data qui échouent. Et Ouais. souvent, la source de cet échec, c'est le manque de culture data. Oui, c'est ça. Et donc, je pense, ouais, il y a plusieurs choses pour permettre cette culture data. Oui, il y a le sponsorship des exécutifs. Il y a aussi c'est important d'avoir des petits, de communiquer également d'être très transparent sur l'impact que ça peut avoir. Euh, voilà, d'être très voilà, la communication, c'est hyper important. Je pense que c'est un domaine qui est assez sous-estimé, qui reste sous-estimé. Et donc, en tant que data engineer ou data scientist, c'est aussi notre responsabilité de porter notre voix et de communiquer avec d'autres métiers, parce que c'est cette façon-là qu'on va démocratiser l'utilisation de la donnée. Ouais. Et aussi qu'on va augmenter notre impact, jusqu'à la fin, ce qui compte dans analyser de la donnée pour analyser de la donnée, ça ne sert à rien. Ce qui compte, Ouais. c'est l'impact que tu vas avoir Exactement. sur ton produit ou sur ton métier final, quoi. Exactement. Effectivement, l'aspect communication, je pense que c'est quelque chose qui est assez sous-estimé. Alors, peut-être que c'est parce qu'il y a un côté software engineer dans le côté data engineer, parce qu'il faut coder, donc peut-être que le côté software engineer demande de moins communiquer. Mais en data science ou data engineering, il faut être un porte-parole de la data. Sinon, on risque d'être invisibilisé parce que l'impact en data peut être plus difficile à percevoir. Exactement. C'est beaucoup de KPI, c'est beaucoup de essais-erreurs et ça demande de la rigueur aussi data engineering, particulièrement, surtout par exemple en pas qualité de données. Si on a de la donnée de mauvaise qualité, on risque d'être mal perçu et si on est mal perçu, on perd en confiance. Voilà, Donc, tu tombes dans un cercle vicieux, en fait. exactement. Parce que ta donnée elle a une mauvaise qualité, donc tu sors des rapports ou un impact qui est limité, voire faux. Donc, tes équipes business ou tes software engineers vont perdre de la confiance dans les données. Donc, la donnée sera moins en moins utilisée, etc. Exactement. Donc, c'est vraiment, faut tomber plutôt dans un cercle vertueux où tu communiques beaucoup, et donc les équipes métiers vont utiliser la donnée, ce qui va permettre d'investir plus sur la qualité de la donnée, donc de fournir des livrables qui sont beaucoup plus impactants. Donc, c'est vraiment la communication, c'est vraiment un aspect qui, je pense, est sous-estimé, mais il faut vraiment pas le négliger parce que c'est un aspect clé sur la réussite ou non d'une initiative, des projets autour de la data dans les entreprises. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Puis, autre chose aussi qui mène aux échecs des projets, c'est les technologies. Puis, j'étais curieux côté méta, quelle technologie tu utilisais justement chez Meta? Alors, Meta a une culture, je pense, où ils ont développé beaucoup d'outils en interne, en fait. Ouais. Donc, oui, j'ai utilisé beaucoup. Bon, au niveau des langages, j'utilisais SQL pour requêter les données. Un des outils que j'utilisais beaucoup chez Meta, c'est leur outil de data catalogue, parce que j'étais dans un groupe
donc dans un groupe assez qui a été fondé en 2008, il me semble, le groupe Pub et Produits Business. Ok. Donc les tables, il y avait beaucoup de tables de données. Et une des choses que j'avais, c'est des questions de savoir, et je cherche cette donnée-là, quelle est la meilleure table ou la meilleure source de données pour, euh, pour requêter cette donnée-là. Et donc, j'utilisais beaucoup leur outil de data catalogue qui s'appelle iData. Et Ok. donc, je regardais les tables qui étaient utilisées, les dashboards qui étaient utilisés, et ça me permettait de voir d'identifier la meilleure source en fonction d'une question que j'avais eue d'un software engineer ou d'un data scientist. Donc voilà, j'utilisais ça, j'utilisais leur outil d'expérimentation, comment analyser les expériences produits qu'on faisait. J'utilisais leur outil d'orchestration qui est similaire à Airflow, et c'est un framework en Python qui est très facile en fait. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dessus pour en fait que ce soit assez facile de coder une pipeline de données. Donc c'est un outil qui s'appelle DataSwarm et qui est vraiment similaire à Airflow. Donc c'est un outil d'orchestration pour transformer une donnée et source en une donnée en une table, une asset, donc une table qui soit exploitable, soit pour des software engineers, soit pour des data scientists. Donc voilà, j'utilisais beaucoup cet outil-là. Donc leur outil d'orchestration, leur outil de data catalogue et leur outil d'expérimentation. Et tout ça, c'est des outils internes qui ont été développés, mais qui ont aujourd'hui leur équivalent en open source. Ouais. Voilà. Ok, super intéressant. Puis, on en a parlé un peu avant, mais finalement, pour toi, quelles sont les qualités ou les compétences clés pour réussir dans une entreprise tech comme Meta? Alors, au niveau technique, au niveau technique, il n'y a pas énormément si vous avez, si, alors la principale compétence technique, c'est SQL, parce qu'on l'utilise au quotidien pour requêter les données. La partie Python, oui, est importante parce que c'est ce qu'ils utilisent dans leur outil d'orchestration, mais je le disais, en fait, leur outil est tellement, ils ont tellement travaillé dessus qu'il y a beaucoup d'optimisation et d'automatisation qui était faite, ce qui fait que la partie Python n'est pas, faut pas être un expert en Python pour pouvoir réussir en tant que data engineer chez Meta. Ouais. Je dirais la partie SQL est vraiment plus importante parce que vous avez, enfin, je faisais des requêtes tous les jours et donc savoir quelles données je vais utiliser, comment optimiser ma requête, oui, ça va être important. Et ça, c'est que du SQL. Mais la partie Python, on l'utilise pour la partie orchestration de pipeline. Mm. Et ça, l'outil a été vraiment optimisé de façon à ce que ce soit vraiment assez facile de développer une pipeline de données. Donc, au niveau technique, vraiment SQL et un peu de Python. Il faut être un peu familier avec les langages de programmation. La deuxième compétence, enfin les autres compétences que je vais évoquer, ce ne sont pas des compétences techniques. Alors, en deuxième, je dirais que c'est la curiosité. Parce qu'en tant que data engineer, enfin, de mon expérience, je travaillais beaucoup avec des équipes produits ou des data scientists ou même des équipes marketing également, parce que je travaillais sur un produit qui était à destination de business en fait. Et donc, je travaillais beaucoup avec des équipes marketing. Et donc, il faut être curieux, il faut savoir se mettre faut ne pas hésiter à parler aux interlocuteurs, se mettre dans la peau voir les choses d'une autre perspective que seulement la perspective data engineer, en fait. Vraiment se voir la façon, parler aux product managers, aux autres équipes business pour comprendre leurs perspectives et comprendre leurs besoins également. Donc, vraiment être curieux, ne pas hésiter à parler à ces équipes métiers. Et ensuite, on l'évoquait juste avant, la partie communication chez Meta, c'est-à-dire elle est très, très, très importante. C'est-à-dire communiquer sur ce qu'on espère accomplir dans une semaine, communiquer sur le statut de nos projets. Voilà, garder cette ligne de communication ouverte que ce soit avec les managers, que ce soit avec les équipes produits, que ce soit
ça permet vraiment de maintenir cet alignement entre les différentes compétences, en fait, et d'être sûr que ce qu'on fait est ce qui est recherché par nos interlocuteurs. Donc voilà, la partie communication, voilà, vraiment ne pas la sous-estimer. En particulier chez Meta, chez Meta, ils ont un outil qui est comme Facebook en fait, mais en interne, qui est un outil interne. Et donc, il y a la possibilité de faire des posts, d'écrire des articles. Intéressant. Et donc, voilà, ne pas hésiter à l'exploiter pour se montrer, en fait, et communiquer sur nos projets, sur les statuts, sur l'impact que nos projets ont. Et c'est vraiment très, très important. Super intéressant ce que tu viens de dire. Puis, il y a effectivement la partie communication, je pense, qui est vraiment très, très important dans le métier de la data. On va le répéter, data engineer, data scientist ou data analyst. Il faut communiquer au maximum sur l'avancée de votre projet, sur l'impact que vous désirez avoir sur le projet, et même sur l'impact concret. Donc ça, c'est super important. Mais ce qui m'étonne encore plus, c'est la partie finalement compétences techniques où finalement beaucoup de SQL et peu de Python sont nécessaires chez Meta. Puis ça vient, je pense, d'extrême maturité de la plateforme chez Meta. Parce que la plupart des entreprises vont demander vraiment une très bonne connaissance en Python, en SQL, data modeling, mais aussi avec des outils avancés un peu comme Spark. Je me souviens avoir passé un entretien chez Netflix et il disait que vraiment Spark, c'était quelque chose qu'il fallait connaître quasiment par cœur. Donc, il y a des choses comme ça qui dépendent vraiment des entreprises, de la maturité de l'entreprise. Voilà, je pense vraiment que ça dépend aussi du rôle. Le data engineer qui va être en core data engineering, oui, les compétences techniques vont être beaucoup plus importantes. Le data engineer qui va être dans des équipes produits, dans des équipes décentralisées, qui est appelé aussi analytics engineer, encore une fois, dans certaines entreprises, lui, il va être un peu plus sur la partie data modeling et impact sur le métier. Et donc là, les compétences techniques sont un peu moins importantes. Donc, ça dépend vraiment du type de data engineer. Est-ce que c'est plus analytics engineer ou c'est plus un data platform engineer? Donc, ça, plus on va être dans l'ingestion des données brutes, plus les compétences techniques vont être à l'horizon, mais plus on va être du côté métier, du côté exploitation, moins les compétences techniques vont être importantes, surtout dans les grandes entreprises. Parce que, comme tu disais, la maturité des outils les outils sont très matures. Mais on va être beaucoup plus dans la partie communication, modeling et impact sur le métier. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Puis, si on compare par rapport à ta première expérience justement dans une startup, c'est quoi les différences que tu as observées entre justement la culture tech et une entreprise plus startup? Alors, oui, c'est assez différent et je trouve qu'il y a des avantages dans les deux environnements. En startup, le champ d'action est beaucoup plus large. Moi, j'étais la première startup dans laquelle j'ai travaillé. J'ai commencé en data scientist, j'ai fait du machine learning, j'ai fait de la BI. Ensuite, je me suis rendu compte que c'était dans la santé. Donc, les données de santé sont de très mauvaise qualité. Donc, je me suis rendu compte que les data engineering, enfin, les problématiques de qualité de la donnée étaient assez importants. Et donc, il y avait pas mal de projets dans ce domaine-là. Donc, voilà, vous touchez à tout en startup. Les frontières entre les domaines, entre le data engineering, data science, data analyst sont très minces. On porte plusieurs casquettes en général. Donc, pour développer ces compétences, pour avoir un champ d'action plus large, un environnement de startup, c'est parfait. Également, en startup, la différence, c'est que l'ownership, c'est-à-dire est plus, parce que généralement, moi, j'étais le seul data engineer au début. Donc, l'ownership est beaucoup plus développé parce que la responsabilité d'un projet est sur le seul data engineer de l'entreprise. Et donc voilà. Par contre, la différence, c'est que on l'évoquait juste avant, c'est que par exemple chez Meta, la maturité des outils fait que tout est fait pour que les outils ne soient pas un obstacle en fait à l'impact que tu peux avoir en tant que data engineer. Et alors qu'en startup, tu vas souvent avoir affaire à des obstacles parce que la plateforme n'est pas aussi mature. Donc,
tu vas rencontrer des bugs, et donc l'impact que tu vas avoir moins de temps pour te focaliser sur l'impact que tu peux avoir sur ton analyse, sur ton algorithme ou sur ta pipeline, parce que tu vas avoir des bugs. Donc, mais résoudre ces bugs-là te forme aussi. Ouais. Donc voilà, alors que encore une fois, dans les grandes entreprises, tout est fait pour que tu te focalises sur l'impact que tu as sur ton produit ou voilà, oui, généralement c'est un impact sur le produit, mais que tu n'aies pas de bloqueur en fait. Ouais. Et ensuite, dans une grande entreprise, par contre, il y a moins d'ownership, t'as moins d'impact, tu as plus de distance c'est plus difficile d'évaluer l'impact que tu as parce que chez Meta, tu es une fourmi parmi beaucoup de data scientists ou de data engineers, donc c'est plus difficile d'avoir un impact, en tout cas de le mesurer. Voilà, donc il y a des avantages et des inconvénients aux deux environnements. Donc, je dirais pas que l'un est mieux que l'autre, c'est juste deux expériences différentes et les deux ont leur aspect formateur en fait. Okay. Super intéressant. Puis aujourd'hui, tu as quitté Meta. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que tu fais actuellement? Oui, alors j'ai quitté Meta pour voyager pendant 1 an. J'ai pris une sabbatique. Ça, c'est cool. Voilà. Et quand je suis revenu, j'ai voulu avoir de la flexibilité. Et donc, je me suis lancé en freelancing, en fait, en data science et data engineering. Donc, je travaille sur des projets freelance. Donc là, je travaille sur un projet pour une entreprise dans la santé, une start-up dans la santé. Et donc, je travaille sur un projet pour eux et en parallèle, j'initie des projets personnels. Et donc, être freelance, ça me permet d'avoir cette flexibilité de travailler sur des projets, de choisir mes projets, de travailler aussi sur des projets personnels. Donc voilà, j'ai une formation en data science, mais j'ai aussi des expériences en data engineering. Donc, les projets que je choisis peuvent couvrir les deux domaines. Ouais. Donc voilà, c'est un peu mon quotidien aujourd'hui. Okay. Super intéressant. Puis, est-ce que tu as remarqué une différence de gérer sa carrière professionnelle en France par rapport aux États-Unis? Je sais que ça fait pas mal de temps que tu es aux États-Unis, mais peut-être que tu as des contacts, eux, qui sont en France et qui ont eu d'ailleurs peut-être une carrière totalement différente. Alors, oui, c'est assez difficile de répondre à ça, puisque moi, j'ai fait quasiment toute ma carrière professionnelle aux États-Unis. Bah oui, puisque j'ai fini mes études ici. J'ai fait un peu de stage en France, mais donc j'ai peu d'expérience professionnelle en France. Par contre, parmi les connaissances que j'ai, effectivement, alors je dirais qu'aux États-Unis, et en particulier en start-up, peut-être, il y a beaucoup plus de changements, en fait. On va changer plus facilement d'entreprise. Ouais. Et on va chercher à monter en compétences, à bouger une entreprise beaucoup plus fréquemment, en fait. Ça va durer 1 an, 2 ans. C'est assez rare de faire 3-4 ans en tech, en fait. Ouais. C'est quelque chose que j'ai remarqué. On bouge beaucoup d'entreprises pour évoluer en salaire, pour évoluer en poste. Alors qu'en France, on va chercher à évoluer en interne. Ouais. Voilà, c'est une différence principale que j'ai vue. Ensuite, j'ai beaucoup de connaissances qui en France ont intégré des cabinets de conseil. Et eux vont avoir une évolution, encore une fois, beaucoup plus en interne, et de façon, c'est assez scolaire, en fait. On passe 2 ans manager, ensuite on passe à l'échelon supérieur, etc., jusqu'au moment où on va quitter les entreprises de conseil pour aller en interne, dans les entreprises internes. Ici, en tech, surtout, on va être, ok, je vais être dans une entreprise, 2 ans plus tard, je vais changer d'entreprise, ça va me permettre de changer de poste et d'évoluer en salaire également. Donc, il y a beaucoup plus d'évolution. En France, l'évolution se fait un peu plus en interne.
Alors qu'aux États-Unis, je pense, et en particulier en tech, encore une fois, ça se fait en changeant d'entreprise. En fait. Ouais. Super intéressant parce que c'est aussi ce que je remarque aussi au Canada. Au Canada, on peut, enfin, la plupart du temps, tous les gens qui sont motivés en tech, on peut changer tous les 2 ans. Moi, c'est souvent ce que je fais généralement. Puis, par exemple, chez Ubisoft, j'ai eu l'opportunité d'être sur plein de jeux, plein de projets en même temps. C'est ça, Donc, ça, ouais. c'était super stimulant. Parce que Ubisoft, c'est vraiment comme une entreprise dans une entreprise. Chaque jeu est sa propre entreprise en quelque sorte. Et donc, on peut travailler sur plusieurs jeux et donc avoir des logiques de travail un peu différentes. Je trouvais Ouais. ça super intéressant. Moi, je suis... Alors qu'en France, excuse-moi, vas-y. Non, moi, alors, oui, ce que je disais, oui, c'est qu'on change toujours sur les 1-2 ans. Moi, je suis resté 6 ans dans la première entreprise parce que, comme toi, enfin, chez Ubisoft, j'ai eu la chance de travailler sur des projets très différents, euh, assez très vastes. Et donc, j'y trouvais. Voilà, moi, je considère qu'à partir du moment où je n'apprends plus, c'est le bon moment pour, pour changer. Et j'ai eu la chance de travailler sur des projets assez différents. Et donc, j'apprenais constamment. Et donc, c'est ce qui m'a fait rester 6 ans. Et au moment où je suis parti, c'était vraiment au moment où je me suis dit, bah, là, j'apprends plus rien, je n'évolue plus, ni en compétences, ni en poste. Et donc, Ouais. c'est le moment de partir. Ouais, je suis assez d'accord avec ta vision. Puis, forcément, il y a beaucoup de compétitions en Californie. La Silicon Valley, c'est là où tout se passe, on va dire, technologiquement. Quand toi, si jamais tu as réussi justement à trouver l'équilibre entre ta vie personnelle et vie professionnelle en Californie, qu'est-ce que j'imagine entre les technologies qui évoluent souvent, la compétition sur le terrain, etc. Comment toi, tu as réussi à trouver cet équilibre? Alors, donc, écoute, au niveau, oui, il y a beaucoup de compétition. Oui, oui, il y a beaucoup de compétition en Californie parce il y a beaucoup de software ingénieurs, beaucoup de data ingénieurs, beaucoup d'entreprises qui travaillent dans la data. Ensuite, il y a beaucoup de compétition, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Ok, c'est cool. Il y a beaucoup d'opportunités. Et donc, finalement, si vous êtes enfin, si tu es un bon data engineer, tu vas trouver quelque chose ici. Ouais, Ce qu'il faut, c'est avoir les connaissances et garder les bonnes relations avec ces connaissances-là. ouais, Donc, au niveau professionnel, écoute, j'essaie de continuer à me former, j'essaie de passer, de mettre pas des limites, mais j'essaie de m'investir à fond sur les projets sur lesquels je travaille et de continuer à me former, d'assister à des conférences, à des meet-up. Ça, c'est des environnements un peu plus sympas, mais ça permet aussi de rencontrer des gens et de détendre son réseau. ouais, Et donc, je considère que ça fait partie de la vie personnelle parce que c'est quelque chose qui est sympa d'attendre d'aller dans des conférences et de rencontrer des ouais, gens. Encore une fois, si tu es curieux et garder cet esprit ouvert, si tu gardes cet esprit, si tu es ouvert d'esprit, ben, c'est sympa de parler à d'autres personnes, de sortir de ce cadre. Euh, donc voilà, j'essaie de continuer à apprendre en assistant à des conférences, en allant à des meet-up. Au niveau personnel, j'ai la chance. Alors ma fiancée est française, elle travaille également ici, donc euh, on habite ensemble. Voilà, voilà, on a des faut se réserver des moments également pour sortir de ce cadre tech. Voilà, donc, se réserver des moments où on ne pense plus aux projets professionnels sur lesquels on travaille. Et donc, voilà, faut être attentif à être équilibré. Il faut garder un équilibre. Ensuite, je fais beaucoup de sport. Voilà. Faut vraiment se réserver des moments pour soi. Et également, ne pas hésiter à parler à d'autres personnes, à être curieux, encore une fois, ouais, pour développer son réseau. Euh, voilà, c'est un équilibre à trouver. Chacun, je pense que c'est assez personnel, en fait. ouais, Ça dépend de ce qui plaît à chacun. Il y en a qui vont cuisiner, par exemple, ouais, enfin, ça dépend vraiment de chacun, ça. Et c'est quelque chose auquel il faut être attentif, je pense. Il ne faut pas se fondre dans le travail, ça peut devenir très pesant et à la fin, ça devient contre-productif, je pense, ouais, de passer vraiment trop de temps sur quelque chose
euh, d'unique. Et enfin, oui, voilà, c'est quelque chose de technique, on va dire. Et Ouais. donc, il faut se réserver des moments en fonction voilà, des aspirations de chacun ou des moments pour toi. Ouais, c'est vraiment vrai ce que tu dis. Je pense que faut réussir à trouver son équilibre par rapport à ce que chacun apprécie. Voilà, Ouais, c'est c'est le ça. cas avec le sport. C'est important pour moi de faire du sport. Ou même, actuellement, j'apprends le japonais, d'apprendre une nouvelle langue. Quelque chose qui me Exactement, fait ouais. plaisir. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'on trouve son équilibre personnel, sur la Exactement, vie ouais. personnelle et professionnelle. Et là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Puis, petite question pour toi, parce que tu es quand même en Californie, là où les choses se passent. Comment tu vois l'évolution du domaine du data engineering et de la data en règle générale dans les années à venir? Alors, il y a beaucoup de choses. Au niveau des sujets, je pense que les aspects de gouvernance vont devenir de plus en plus importants. Il y a des réglementations aujourd'hui, la réglementation en Europe, la réglementation en Californie au niveau de l'utilisation des données. Ouais, Et donc, les sujets de gouvernance et enfin, vont prendre de plus en plus d'importance. Donc, il va falloir documenter les transformations que la donnée que les données subissent, savoir tracer les, euh, les, euh, euh, les transformations, quand on a une donnée, savoir la tracer, d'où elle vient, ce qu'elle donne. Et donc, on va être aussi, encore une fois, on va retrouver ces aspects un peu logistique supply chain, c'est-à-dire ouais, on va devoir tout au long de la pipeline de données savoir ce que ce que les données ont subi comme transformation et quand on a un asset, que ce soit un dashboard ou une table, d'où ça vient, qu'est-ce qu'elle donne. Et donc, cet aspect de documentation va devenir de plus en plus important, notamment pour les sujets de gouvernance. L'aspect discoverabilité également. ouais, Comme je disais, chez Meta, on avait beaucoup de tables, donc il y avait un data catalogue en interne qui a été développé pour savoir, pour identifier les bonnes sources de données. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises quand qui se mettent à l'exploitation des données qui vont être confrontés à cette problématique-là. Quand on multiplie les assets, soit les tables et dashboards, au bout ouais, d'un moment, il faudra savoir quelle est la meilleure asset à utiliser. Donc, cet aspect data catalogue, on voit beaucoup de solutions de data catalogue aujourd'hui qui émergent et donc elles vont ça va devenir de plus en plus prépondérant également. Et encore une fois, c'est l'aspect qualité de la donnée également. Les contrôles de qualité dans les pipelines, parce que, encore une fois, l'impact de la donnée, sans données de qualité, l'impact ouais. est nul. C'est nul, exactement. Et donc, les aspects au niveau des pipelines, des contrôles de qualité vont, vont, vont également devenir plus en plus importants. Au niveau de l'impact sur le métier également, je pense qu'on va être dans une approche assez self-service, c'est-à-dire qu'on va essayer de transformer le rôle, en fait, on va avoir au niveau de l'organisation, c'est un impact au niveau de l'organisation des équipes data, on va avoir une organisation beaucoup plus fluide. Je pense qu'on va avoir Ouais, on va avoir des équipes centralisées qui vont être responsables de l'architecture, c'est-à-dire de l'ingestion des données et aussi des sujets de gouvernance. Comme je disais, chez Meta, ça va être l'équipe Core Data Engineering, par exemple. ouais, Et ensuite, on va avoir des équipes décentralisées qui vont être consommateurs de la donnée, que ce soit des équipes produits ou des équipes machine learning. Et on va avoir des data engineers qui sont aujourd'hui appelés analytics engineers, qui vont faire le lien, en fait, entre ces équipes core data engineering et ces équipes consommatrices. Et ces analytics engineers vont être responsables de la qualité de la donnée et c'est ce qui va permettre d'exploiter au maximum le potentiel des données, surtout dans des industries où les compétences business, enfin les connaissances business sont très importantes, comme celle de la santé. Donc voilà, je pense qu'on va avoir cet équilibre, c'est plus ces aspects équipes centralisées responsables de l'architecture, la gouvernance, et ces équipes décentralisées qui vont être consommatrices de la donnée. Au niveau des pratiques, je pense qu'on va être je vois une évolution vers des pratiques du software engineering, donc CI/CD, ouais. voilà, on va chercher version control, on va chercher à savoir qu'est-ce qui est, et encore une fois, c'est lié également au niveau
au traçage de la donnée dont je parlais, ce qui va permettre de savoir quelle transformation les données ont subi au fur et à mesure des pipelines. Donc, avoir cette approche version control et CI/CD va être clé dans la mise dans la mise en place de ce lineage, en fait, de ce traçage des données. Et au niveau des outils, je pense qu'on va être de plus en plus vers des outils open source. Parce qu'on a des grosses entreprises aujourd'hui qui ont développé leurs outils en interne. Donc, Meta, par exemple, c'est une entreprise pas ancienne, mais qui a commencé à utiliser leurs données très tôt et donc qui ont dû construire beaucoup d'outils en interne. Aujourd'hui, on a des outils open source qui sortent des formats open source. Par exemple, on parle de Iceberg au niveau des formats. On a au niveau des outils, on a DBT qui sort. On a tous ces outils un peu qui sont spécialisés dans une partie. Donc, DBT, c'est au niveau de la transformation des données. On a Tableau au niveau de la visualisation ou Superset. On a Airflow au niveau de l'orchestration. Et donc, je pense qu'on va avoir beaucoup d'outils open source qui vont permettre même des petites entreprises qui n'ont pas les ressources pour investir pour construire leurs outils en interne, d'exploiter les données qu'ils utilisent. Et donc, ça va permettre à des startups, des scale-up de mettre très facilement en place une petite infrastructure pour exploiter leurs données. Voilà. Non, c'est très intéressant parce qu'effectivement, au niveau des pratiques dans les entreprises, il y a la pratique data mesh qui se développe de plus en plus, justement pour éviter des équipes centralisées de data qui finalement créent des goulots d'étranglement pour livrer la data, pour aussi comprendre le besoin métier, aussi pour analyser la qualité de la donnée. Donc, le data mesh permet de décentraliser, d'avoir une gouvernance un peu partagée, donc une responsabilité partagée, ce qui est plus intéressant finalement sur le long terme et ce qui permet d'améliorer l'adhérence finalement à la data et donc de créer une culture data. Donc ça, je trouve ça super intéressant que tu en as parlé. Puis du côté des outils, moi, j'adore les outils open source puisque je forme dessus et ça permet aussi justement à des entreprises qui ont moins l'infrastructure technique en ingénieur d'avoir leur propre data pipeline pour transformer leurs données et puis pour afficher des données, par exemple, avec un superset. Donc, ouais, pareil. Non, mais je suis assez fan de l'open source aussi parce que, voilà, et puis l'open source permet aussi, ça démocratise l'utilisation des données dans les entreprises, que ça, encore une fois, ça donne des outils à des entreprises qui n'ont pas les ressources pour construire, pour construire des ressources, des outils en interne. Et aussi, l'open source, je pense fait que la communauté avec l'open source, c'est la communauté qui améliore le produit, en fait. Et donc, tu as des outils qui sont très bien. Superset en visualisation, c'est super. Je l'utilise actuellement. Je trouve ça, par exemple, assez quasiment équivalent à l'outil que j'utilise en interne chez Facebook. Hein. Mais c'est le fait d'améliorer l'open source permet de constater une feedback loop en fait et d'améliorer constamment les produits en fait par la contribution de la communauté. Et donc je suis assez fan fan de ce format-là. Tu m'as parlé au début que tu travailles sur tes projets personnels et que tu étais freelance. Est-ce que tu as des ambitions particulières de créer un propre produit ou de créer ta propre entreprise? Oui, voilà, c'est pour ça d'ailleurs je me suis lancé en freelance, dans le freelancing. Je souhaite créer mon entreprise. Alors actuellement, j'ai pas un projet sur lequel je m'investis plus de 50% de mon temps. J'ai des projets personnels que je veux exploiter. Et donc oui, je souhaite créer mon entreprise, j'aime bien avoir un impact et je pense qu'en créant son entreprise, c'est là où on maximise l'impact qu'on peut avoir sur une communauté ou sur un produit. Donc oui, je souhaite créer mon entreprise. À long terme, j'aimerais également transmettre, former. C'est quelque chose qui me tient à cœur, de valoriser
voilà, de permettre à des personnes qui n'osent pas forcément de franchir le pas et d'avoir un parcours avoir un parcours qui selon leur volonté. Et à très très long terme, j'aimerais également pouvoir valoriser des potentiels, et que ce soit dans des frontières, enfin dans des domaines complètement différents comme l'art, le sport. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un potentiel très intéressant, mais qui sont limitées par des contraintes, que ce soit matérielles. Et donc, valoriser des potentiels, c'est également quelque chose qui me tient à cœur sur le long terme. C'est quelque chose de très, très noble finalement Mm. bah, d'aider les gens, surtout des gens qui ont pas forcément qui ont des croyances limitantes, j'ai envie de dire. Puis en Amérique du Nord, on aime bien se pousser et croire en nous, en plus que peut-être on a la chance d'être dans des pays qui ont finalement un capital culturel et économique qui nous permettent. Yep. Mais moi, je sais qu'en France, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages en me disant ah, je me sens pas assez C'est ça, ouais. confiant pour être data engineer. Puis je leur dis à chaque fois, il y a beaucoup de ressources qui sont gratuites, et donc n'hésite pas à prendre le temps de passer à travers ces ressources. C'est sûr, ça prend du temps, mais c'est finalement avec ce temps investi qu'on en tire des bénéfices. Faut vraiment pas se dévaloriser. Ouais, faut vraiment pas se dévaloriser. Faut oser. Il y a pas de. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est une culture qui existe beaucoup plus en Amérique du Nord. Et voilà, il faut oser y arriver. Finalement, le coût de ne pas le faire est beaucoup plus important que le coût Ouais, de le faire et exactement. d'échouer. Et finalement, ouais, il faut oser. Il faut pas se dévaloriser. En France, on a des compétences. Enfin, on a un système euh, d'éducation qui est vraiment qui est bon. Les ingénieurs, et vraiment en France, on forme des, des ingénieurs qui sont très bons et donc qui ont vraiment de la valeur à apporter dans toute entreprise. Et donc, il faut pas se dévaloriser. Vraiment, il faut pas se dévaloriser. Ouais. Il faut investir le temps dans Ouais, l'information, je suis d'accord avec c'est toi, sûr. mais il faut pas se dévaloriser, il faut oser. C'est très important. Ouais, totalement d'accord avec toi. Et tu as un parcours quand même qui est brillant, il faut le dire. Puis pour toi, quels sont les facteurs déterminants de réussite dans ton parcours? Euh, oui, alors je pense que j'ai travaillé bien, j'ai eu de la chance également, parce que j'étais conforme à ce qui est valorisé en France. Ouais, Au niveau du système d'éducation, oui, en France, on valorise les maths, on valorise les matières un peu très théoriques. Et voilà, j'étais fait pour. Voilà, il y avait les classes. J'ai fait une classe préparatoire, j'ai fait une école d'ingénieur, donc j'ai eu la chance d'être conforme au modèle qui est valorisé en France. Euh, et je pense que si on a un potentiel qui est un peu à l'écart de ce modèle-là en France, c'est plus difficile voilà, de réussir et d'identifier en tout cas les opportunités qui vont nous permettre de réussir. Donc voilà, j'ai eu la chance d'être conforme à ce modèle-là. Et ensuite, pour partir aux États-Unis, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Et je pense qu'il y a, comme tu dis, les gens n'osent pas souvent. Il y a souvent une frontière mince entre prendre ou ne pas prendre de décision qui va vous faire sortir de cette zone de confort. Et j'ai eu la chance de bénéficier toujours du soutien de mon entourage, de mes parents euh, qui m'ont encouragé à venir aux États-Unis, qui m'ont encouragé dans toutes mes décisions, mais qui en même temps m'ont fait un soutien qui me permettait de dire bah, si j'échoue, je retombe toujours dans ce milieu-là qui m'est familier en fait. Et donc ouais, ça c'est hyper important d'avoir le soutien de son entourage. Aujourd'hui dans le freelancing, c'est ma fiancée qui me soutient également, qui m'encourage. Si j'avais pas son soutien, je pourrais pas non plus. C'est un petit risque qu'on prend finalement parce que ouais, là, l'opportunité que j'ai actuellement, je pourrais revenir dans une grosse entreprise qui m'offrait une zone de confort un peu plus, enfin, plus de confort, et avoir son soutien, c'est aussi ce qui me permet d'explorer ces activités annexes, ces projets d'entrepreneuriat. Donc, je pense que oui, avoir le soutien de son entourage, c'est clé aussi dans le fait de savoir de sortir de sa zone de confort. Et c'est pour ça ce qu'on disait avant, encourager des ingénieurs des jeunes ingénieurs à oser, c'est hyper important. Et donc,
Et donc voilà, moi, c'est mon discours, quoi. C'est le message que je veux porter également, c'est de ne pas hésiter à prendre des décisions qui vont vous faire sortir de votre zone de confort. L'échec n'est pas, il n'y aura pas d'échec. Ouais, Il y y a aura pas d'échec, je toujours, suis d'accord. il y aura toujours quelque chose dont on va tirer. De, même si le résultat n'est pas celui attendu à la fin. Ouais, ouais. Puis moi, avec les années, il y a quelques apprentissages que des fois je suis obligé de me répéter. C'est euh, lorsqu'on travaille de manière régulière sur des projets personnels ou même sur ses compétences, on a toujours un résultat. Il y a toujours un résultat positif. C'est peut-être pas le résultat qu'on souhaitait, mais il y a quand même un résultat positif qui s'en sort, enfin qui en sort. Puis c'est pour ça que je dis souvent aux gens, n'hésitez pas à prendre le temps une demi-heure par jour, de vous former sur les compétences qui vous tiennent à cœur pour évoluer dans votre carrière professionnelle. Aussi, réseauter, parler avec des gens du milieu pour justement agrandir votre savoir et puis vos connaissances aussi. C'est très, très important. Oui. Si tu avais un conseil à donner à un data engineer qui souhaite suivre un parcours similaire au tien, finalement, qu'est-ce que tu donnerais? Alors, alors, je pense à plusieurs choses. Ouais, La première, c'est ce qu'on disait, ne pas se dévaloriser. Toujours oser. Oser dans la recherche d'emploi, dans les projets, aller au concret, ne pas se perdre dans l'analyse, en fait. De ne pas ouais, trop penser à oh, si je fais ça, aux différents scénarios. Juste tester des choses. Il y a très peu de décisions qui vont être qui vont avoir enfin, une seule décision ne va pas avoir d'impact majeur sur un parcours global. ouais, Faut pas se conformer à des modèles, se dire ah bah cette personne-là a fait ce parcours-là. Voilà, moi j'ai ce parcours-là, mais ça se trouve il y a d'autres personnes qui vont avoir un parcours différent et qui vont arriver au même résultat à la fin. Et en fait là, je pense que la vie est faite de plein de petites décisions qui vont arriver à un résultat, mais ce qui compte c'est de garder une certaine cohérence et de suivre ce qu'on veut faire et de tester aussi de tester des choses en fait. Voilà, encore une fois, une décision unique, ça va pas affecter le parcours global. Donc garder un esprit ouvert, ne pas se conformer à des modèles, oser sans se dévaloriser. Voilà, ça c'est un conseil que je donne, que je pense est très important. Apprendre constamment. Je pense avec le métier, parler, ouais, parler avec les équipes métiers. Il faut pas sous-estimer l'importance des conversations un peu casual, je dirais en anglais. ouais, C'est-à-dire, d'accord avec toi. tu vois, c'est vraiment ne pas sous-estimer l'importance de ces conversations parce que c'est ce qui va nourrir la réflexion et ce qui va permettre, par exemple, parler avec des product managers, c'est ce qui va permettre de synchroniser, de s'aligner sur les priorités, sur ce qu'il faut faire. Au niveau technique aussi, s'informer, lire des newsletters, se former, savoir quelles sont les technologies émergentes. Donc, je pense que garder un œil sur ce qui se fait, enfin, spécifiquement, comme je le disais au tout début de l'interview, on en est au début. Ouais. Et donc, il y a constamment des nouveaux outils qui sortent. Et donc, apprendre constamment au niveau technique, lire des newsletters, aller à des meet-ups, c'est aussi important. Donc, apprendre constamment avec le métier ou le niveau technique également, ça c'est un deuxième conseil. Communiquer, parler dans les réunions, on en parlait au début, valoriser notre travail, c'est ce qui va démocratiser l'utilisation de la donnée et avoir le buy-in un peu des business, des partenaires business. Et le dernier conseil que je donnerais également, c'est c'est un conseil un peu pratique, mais c'est quand on part d'une entreprise, partir en bon terme. Ouais, C'est très, très très, très important. important. Garder des bonnes relations parce que on ne sait jamais. Enfin, les collègues que vous êtes faits, voilà, c'est eux qui vont aussi vous porter, qui vont, qui vont être la voix de votre valeur quand vous candidatez à des projets. Donc, partir en bon terme, c'est très important. Voilà. Super intéressant. Puis vraiment, le fait de partir en bon terme, je pense que c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé. Mais c'est finalement ça qui crée un réseau. C'est souvent des anciennes connaissances, des anciens collègues qu'on a croisés dans la carrière et qui vont peut-être vous recommander plus tard pour un poste peut-être senior, peut-être manager, peut-être lead. Donc Voilà. vraiment,
garder des bonnes relations, c'est quelque chose d'important. Par exemple, là, le projet sur lequel, enfin, l'entreprise pour laquelle je travaille, c'est des anciens de la première startup dans laquelle j'ai passé 6 ans. Donc, j'ai eu cette opportunité enfin, ce contrat-là en freelance, je pense grâce à grâce à mon expérience précédente. Et donc voilà, ça rebondit sur ce que tu viens de dire et ce que je disais. Donc, partir en long terme, c'est très, très important. Bon, finalement, pour le mot de la fin, quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans ta carrière et que tu aimerais transmettre à d'autres? Alors, c'est un conseil, je pense que c'est un conseil assez pratique. Ça va être très pratique, mais très important. Quand je pense que le meilleur conseil, c'est de prioriser les tâches et de se limiter, quand on passe du temps sur une tâche, de se mettre une limite dans le temps. C'est très facile en tant qu'ingénieur, enfin, en tant que data engineer, on va recevoir, ou data scientist, dans les métiers de la data, on reçoit beaucoup de requêtes, beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de choses à faire. Comme je dis, il y a beaucoup de sujets. Il y a des aspects de gouvernance, des analyses qu'on va vous demander, des visualisations. Et quand on est curieux, on a envie on est très attentif aux détails. Donc, on a envie de faire quelque chose de bien, on a envie d'apprendre constamment. Donc, c'est assez facile de se perdre, d'aller très en profondeur sur un sujet et de se perdre, d'aller trop dans le détail, en fait. Et quelque chose qu'on m'a dit quand j'étais chez Meta, notamment, parce que l'impact qu'on a est très important. Mais chez Meta, c'est très facile de se perdre dans les détails parce qu'il y a tellement de choses à voir qu'on apprend constamment, en fait. Moi, j'avais mon manager qui était là depuis 10 ans, il continue à apprendre. Et donc, c'est très facile de se perdre dans les détails. Donc, dans n'importe quelle tâche qu'on entreprend, se limiter dans le temps, c'est très important. Et dans toutes les tâches qu'on a à faire dans la semaine, les prioriser pour passer du temps en priorité sur celles qui vont avoir le plus d'impact, c'est aussi très important. Donc, je dirais vraiment le meilleur conseil, c'est de prioriser toutes les tâches qu'on a à faire dans une semaine, par exemple. Et 2, c'est quand on entreprend une tâche, de se limiter dans le temps. De dire, si je n'ai pas ce résultat d'ici demain, par exemple, je passe à autre chose et je fais avec ce que j'aurai d'ici demain. C'est un beau conseil, surtout pour nos types de métiers où, en fait, on peut passer des mois et des mois à apprendre des choses et se rendre compte qu'en fait, c'était pas utile ce qu'on a fait. Donc, je trouve que c'est vraiment un conseil parfait pour finir cette interview. Écoute, je te remercie pour l'interview. Et voilà, j'étais ravi de partager mon expérience et j'espère que ce sera utile à ton audience. Ouais, franchement, ça a été un plaisir d'entendre parler avec toi. Puis honnêtement, tu nous as donné des pépites vraiment pour tout professionnel de la data. Et donc, vraiment, je te remercie 1000 fois. Je t'en prie.